Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Astroscience. Dans cette vidéo, je vous propose d'aborder un sujet ô combien important, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de la consultation astrologique. Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la consultation astrologique est un sujet que l'on aborde, qui est très peu abordé en fait dans les milieux astrologiques, dans la littérature astrologique en général. Il y a énormément de livres sur comment interpréter tel ou tel aspect, mais finalement, combien y a-t-il de livres qui sont consacrés réellement, spécifiquement à la consultation astrologique? Et vous voyez, c'est paradoxal, parce que la consultation astrologique, c'est pourtant une des finalités de l'astrologie. Alors, pourquoi est-ce que cette consultation astrologique, au fil du temps, a disparu de la littérature? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle plus? Pourquoi est-ce qu'elle est devenue comme un secret, presque comme un tabou, en fait? Je vois 3 raisons. La première, qui est peut-être la plus évidente, c'est que, moins on aborde un sujet et moins on est à l'aise avec ce sujet. Et donc c'est un cercle vicieux bien connu qui se met en place. Deuxième raison que je vois à cela, c'est, qu'il y a beaucoup de peur et il y a beaucoup de fantasmes autour de la consultation astrologique. Parce qu'en fait, on ne sait pas bien ce qui se passe dans cette consultation puisque, elle se passe justement dans l'intimité entre, le consultant et l'astrologue. Et donc on ne sait pas ce qui se dit, on ne sait pas, vraiment, quelles sont les conséquences, comment est-ce que cela se déroule, hein? Vous voyez? C'est très mystérieux, voilà. Et donc ça fait peur et donc on n'en parle pas. Et puis, troisième raison, qui est peut-être finalement la plus importante des 3, c'est que, aborder la consultation astrologique, cela revient à confronter notre théorie, hein, à la pratique. Et je dirais, pas à la pratique simplement de l'interprétation, mais à la pratique réelle, c'est-à-dire face au consultant en direct, sans filtre. Vous voyez? Et donc la confrontation de notre théorie à la pratique réelle, impose, implique une remise en question. Et malgré, nous sommes tous humains, malgré ce que nous disons haut et fort, c'est-à-dire que nous sommes tous très ouverts et ouverts au changement, prêts à changer, prêts à se transformer, à nous remettre en question. En fait, nous ne voulons pas nous remettre en question, hein, ça c'est une évidence, hein. C'est beaucoup plus confortable de rester dans ce que nous connaissons de la théorie, plutôt que d'oser, de prendre le risque de mettre cette théorie, de la confronter à la réalité. Ça c'est source de remise en question profonde. Et ça, on ne veut pas en entendre parler. Enfin, on veut en entendre parler, mais on ne veut pas le faire. Et donc, au fur et à mesure, la consultation astrologique a complètement disparu. On ne sait plus ce que c'est. Alors, c'est un problème pour l'astrologie en général. Alors, bien, ce que je vous propose au travers de cette vidéo, c'est de nous libérer d'une sorte de secret de famille, d'un tabou, hein, qui concerne donc cette consultation. Après tout, nous sommes la famille des astrologues, hein, que nous soyons étudiants, amateurs ou professionnels, nous sommes finalement une famille d'astrologues. Donc, se libérer de ce secret de famille pour pouvoir rentrer dans la consultation, ou plutôt dans ce que j'ai appelé la voie de la consultation. Donc voilà, c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble dans ces vidéos. À tout de suite pour la suite. Alors nous sommes dans la voie de la consultation et nous sommes dans la première partie qui s'appelle de la théorie à l'interprétation. Alors dans cette partie, j'aimerais commencer par partager avec vous une anecdote qui m'est arrivée, que j'ai vécue il y a déjà pratiquement un peu plus de 20 ans, en fait, déjà. Et il y a 20 ans, j'avais déjà plusieurs années d'études de l'astrologie. J'avais commencé, comme beaucoup d'entre vous, comme beaucoup d'étudiants, j'avais commencé à m'acheter des livres sur l'astrologie. Je les avais rapidement lus, et puis j'en avais acheté d'autres que j'avais rapidement lus. Je m'étais inscrit à des ateliers, j'avais participé à des conférences, j'avais racheté des livres et que j'avais lus à nouveau. Et cela faisait déjà près de 5-6 ans peut-être que j'étudiais l'astrologie.
Et puis un jour, j'ai été, invité à un repas, par des amis. Et puis vous savez comment c'est, au milieu du repas, la conversation, s'enflamme et puis, on finit par me dire: «Mais, tiens, au fait François, il paraît que tu fais de l'astrologie». Oui, oui, c'est vrai, je fais de l'astrologie. Ah d'accord. Parce que, moi je suis sagittaire, ascendant sagittaire. C'est rare ça? Oui, c'est pas fréquent, oui, oui, c'est sûr, c'est rare, et et puis, voilà qu'on me pose des questions sur, l'astrologie et comment ça se passe et cetera et cetera. Et en fait, la conversation, tout le repas a tourné autour de l'astrologie. Et j'ai parlé avec, toute, la passion que j'avais pour, cette science, avec toute la fougue et la force. J'ai mis tout ce que j'avais pour, hem, pas forcément convaincre, mais montrer à quel point cette discipline était absolument passionnante. Et donc à la fin du repas, madame, sagittaire, ascendant sagittaire, m'a dit: «Bah, alors avec tout ça, est-ce que tu pourrais me montrer et me faire mon thème?» Et les autres: «Ah oui, 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 oui». Et donc en fait, une sorte de piège, en fait, s'est refermé sur moi à la fin du repas. Et je dis: «Mais quoi, maintenant, comme ça?» «Ah oui, oui, bah, voilà». Et alors donc OK. Alors me voilà donc, sur la table du salon, en train de tracer le thème astral, de mettre les maisons et cetera et cetera. Et puis, et bah, voilà, je me lance dans l'interprétation. Et puis, bah, là, très vite, heu, bah, je perds mes moyens. Alors, je parle du signe solaire, de la personne, donc je parle du Sagittaire, tout ça, bon. Mais enfin, ça dure quoi? Ça dure, montre en main, ça dure 1 minute 30, voilà. Une fois que j'ai dit les quelques mots que j'avais en tête sur le Sagittaire, je suis vite à sec et je commence à bredouiller et les regards se tournent vers moi. «Mais alors, tout ce que tu nous as dit sur l'astrologie, la passion, tout ce que ça pouvait apporter?» 1 minute 30 et c'était fini. Alors, je commence à paniquer, je regarde le thème, et puis je vois Uranus, Uranus carré Mercure. Ah, je me dis: «Ça y est, sauvé». Uranus carré Mercure, je l'ai vu il y a pas longtemps, ça c'était Hadès ou alors c'était Arroyo, je sais plus. Alors, je parle, je dis: «Bon, bah, voilà, il y a quelques problèmes de communication sans doute parce que Mercure représente la communication, Uranus, c'est compliqué, c'est la dispersion donc il y a certainement des difficultés au niveau de la communication» et puis 1 minute 30 après, hop, je suis sec, j'ai plus rien à dire. Et donc ça a été une catastrophe. Voilà, et je l'ai vécu comme une catastrophe entre la la passion que j'avais montrée en parlant de la théorie de l'astrologie et le peu que j'étais capable de produire à la fin du repas sur ce thème, c'était catastrophique. D'autant plus que pour, l'anecdote, madame Sagittaire, ascendant Sagittaire, me dit qu'en termes de problèmes dans le de communication, bon, elle travaille dans l'édition. Bon, alors je le savais, mais j'avais oublié. Alors dans l'édition, vous voyez, la communication, bon. Donc c'était une soirée catastrophique. Catastrophique. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais si ça vous est pas encore arrivé, je souhaite que ça vous arrive. Parce que c'est grâce à cela, entre autres, hein, mais que je suis devenu astrologue. Parce que qu'est-ce que j'aurais pu faire à ce moment-là? Et d'ailleurs, j'ai été très tenté de faire, c'est de tout arrêter, hein. C'est-à-dire de mettre tous les livres dans un carton et de les porter, à donner. Parce que je ne voulais plus en entendre parler, c'est plus possible. Et et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas abandonné à ce moment-là, hein. Et ça m'a sauvé. Et c'est ce qui fait que je peux parler avec vous aujourd'hui. Hem, Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ressenti un grand mécontentement. Voilà, un grand mécontentement. J'étais très mécontent et d'abord mécontent de moi. La prestation que j'avais faite était pitoyable, pitoyable par rapport à ce que 5 ans d'études de l'astrologie, plusieurs dizaines d'ateliers, de conférences suivies, de notes, de cahiers, de carnets remplis de notes. Pour ça, catastrophique. Donc un énorme mécontentement, mécontent de moi, mais pas seulement. J'étais mécontent du milieu astrologique, j'étais mécontent des livres que j'avais lus, j'étais mécontent des échanges que j'avais eus et qui m'avaient amené juste à ça. Voilà. Et donc pourquoi je vous souhaite de vivre un jour cette soirée catastrophique? Parce que, de ce mécontentement naît une énergie. Mmh.
Si vous dépassez ce mécontentement, eh bien alors vous abordez, vous accédez à une nouvelle forme d'énergie comme un feu, hein, que vous devez faire, grandir, dans la cheminée pour enflammer les choses et dire: «Je dois changer». Parce que si je ne change pas, qu'est-ce qui va se passer? J'ai étudié 5 ans l'astrologie, mais dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans, si je ne change rien, eh bien, je serai exactement au même point. Oh, je tiendrai pas 1 minute 30, je tiendrai 2 minutes sur le signe solaire et puis basta. Donc, est-ce que c'est ça que je veux faire ou est-ce que je veux complètement changer les choses? Eh ben, j'ai dit: «Je veux complètement changer les choses». Et donc, pour complètement changer les choses, j'ai compris qu'il fallait prendre des mesures, donc au-delà de cette prise de conscience, hein, de cette prise de conscience que, comment dire, il y avait une différence flagrante entre la théorie et la pratique, et que je devais remettre en question tout ça. Au-delà de cette prise de conscience, j'ai défini 3 axes que je devais absolument changer pour remettre, en fait, ma pratique au centre de l'astrologie. Et donc c'est ce que je vais vous expliquer, juste après ça. En fait, je vais vous dire, ce qui s'est passé, c'est que je me racontais des histoires. Et ça, on aime bien se raconter des histoires. Ça faisait 5 ans que je me racontais des histoires, en fait. Je me disais que je travaillais sur un thème astral, je réfléchissais sur un thème astral, et en fait, je réfléchissais pas sur un thème astral. Je faisais appel à ma mémoire. Complètement différent, si vous voulez, de faire un exercice de mémorisation ou de retranscription de ce que vous avez emmagasiné dans votre mémoire et de faire un travail de réflexion sur un thème astral. Mais je me racontais des histoires. Je disais que je travaillais sur un thème astral. Non, non, je faisais un exercice de mémoire. J'essayais soit de mémoriser des choses, ça c'était quand j'apprenais l'astrologie, soit de bien ressortir ces choses-là, ça c'était quand je disais que je travaillais sur un thème astral. Mais en fait, je réfléchissais pas, je faisais un exercice de mémoire, vous voyez? Et du coup, lorsque je suis passé brusquement donc de la théorie à la consultation, à travers de cette soirée, eh bien, vous voyez, c'est ce qui s'est passé, ici. J'ai voulu passer de la théorie directement à la consultation. Et ben ça marche pas. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous voulons faire. Nous voulons passer de la théorie à la consultation, mais nous oublions que entre les deux, il y a la case interprétation. C'est-à-dire que c'est une étape intermédiaire nécessaire. Si je ne sais pas interpréter un thème astral, je ne peux pas consulter. La consultation, c'est le niveau 3, si vous voulez. La théorie, c'est le niveau 1. Et l'interprétation, c'est le niveau 2. Vous ne pouvez pas passer au niveau 3 si vous ne savez pas, si vous ne maîtrisez pas le niveau 2. Ça, j'en ai pris conscience réellement. Du coup, j'ai mis en place donc des actions pour d'abord passer de la théorie à l'interprétation. Et la première chose que j'ai mis en place, c'est de remettre la pratique au centre de mon astrologie. Alors, vous allez me dire, c'est évident, en fait, hein, il faut mettre la pratique au centre. Mais en fait, personne ne le fait. On est tous dans la théorie au niveau de l'astrologie. J'ai pris récemment cet exemple de l'association de vélo. Hein. Vous êtes passionné d'astrologie, vous vous inscrivez, donc vous êtes passionné de vélo, vous vous inscrivez dans un club de vélo, une association. Et puis c'est super, vous voyez que les personnes savent plein de choses sur le vélo, ils connaissent tout sur les courses, les pédaliers, les guidons, la façon de gagner du temps et tout. Bon, alors c'est super. Deuxième fois vous y allez, c'est pareil. Oh là là, mais quelle connaissance, quelle théorie. Mais au fur et à mesure, chaque fois que vous allez dans cette association, bah, jamais vous faites du vélo. Vous pratiquez pas le vélo. Et donc, au bout d'un moment, vous dites, mais c'est pas possible d'avoir autant de théorie et aussi peu de pratique. Et voyez, quand on dit c'est évident, je dois mettre la pratique au centre. Mais en fait, c'est pas évident du tout. Ce que l'on met au centre, nous, c'est la théorie. Et c'est pour ça que l'astrologie est en train de s'appauvrir. C'est vrai, il y a beaucoup, elle est de moins en moins créative aujourd'hui, et elle ne peut plus l'être parce que nous n'avons plus la pratique au centre de notre astrologie. Donc la première chose, c'est ça. Alors, pour arriver à ça, il faut
il n'y a pas le choix. À un moment, il faut prendre un peu de distance avec ces livres. C'est bien les livres au départ parce que ça donne des axes et de toute façon, il faut s'y référer, revenir, aux grands axes des signes, des aspects et cetera. Mais à un moment donné, il faut aussi prendre du recul par rapport à ces livres pour pouvoir, vous mettre, vous et votre pratique, au centre de ce que vous faites. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des copier-coller toute votre vie. Et ça peut durer 5 ans, comme moi ça avait duré 5 ans, mais ça peut durer 10, 15 ans, 20 ans. J'ai des étudiants qui viennent me voir, ils ont 15 ans d'astrologie. Et c'est plus dur pour l'enseignant, parce que derrière, il faut déconstruire ça. Il faut déconstruire ça, déconstruire les certitudes, les réflexes qu'ils ont acquis par la mémorisation, pour revenir à une astrologie créative. Vous voyez? Donc inutile d'attendre 15 ans. Dès le départ, il faut se dire, je dois remettre la pratique. Alors, comment vous pouvez faire? Moi, à l'époque, voilà ce que je faisais. Euh, alors déjà, j'aime beaucoup la pratique des thèmes en aveugle. Voilà. C'est-à-dire, en fait, les étudiants, lorsqu'ils débutent, ils souhaitent travailler sur les thèmes de leurs proches, de leur famille, de leur femme, de leur mari, de leurs enfants. Vous voyez? Et ça, c'est pas bon. Voilà. Il faut travailler sur des thèmes en aveugle, des thèmes que vous connaissez pas. C'est-à-dire, vous demandez à quelqu'un de vous donner des dates de naissance qui correspondent à des personnes connues, par exemple. Hein. Voilà. Mais sauf que vous savez pas, à partir de ces coordonnées, sur qui vous travaillez. Et à partir de là, vous faites un travail. Hein. Vous produisez quelque chose sur juste des coordonnées. Et ensuite, vous comparez avec la personne. Vous dites, ah bah tiens, c'est telle personne connue. Voyons, est-ce que, ah oui, bah, j'ai des grandes lignes. Ah bah je la comprends mieux ou pas. Mais si vous travaillez sur vos propres enfants, sur votre mari, forcément, vous avez une vision déformée des choses. Et forcément, ça part mal. Ça part dans une mauvaise direction. Donc les thèmes en aveugle, ça, c'est vraiment très bien. Deuxième chose que je faisais, c'est de varier les exercices. Par exemple, parfois, vous travaillez à l'écrit, parfois, au contraire, vous décidez de travailler à l'oral, ou vous vous enregistrez sur un dictaphone. Vous voyez? Variez les. Parfois, vous travaillez pendant 1 heure sur un thème, et vous retranscrivez votre interprétation sur 1 heure. Parfois, vous vous donnez 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Vous voyez? Et parfois, vous vous donnez 1 minute. Oui, donc ça, ce sont des exercices différents, comme un coureur, un athlète qui va s'entraîner, qui va faire parfois des sprints et puis parfois des demi-fonds, mais l'un va compléter l'autre. Aussi, j'ai longtemps pratiqué cela, c'est pour mettre la pratique au centre, j'allais voir des boutiques bio, où je prenais contact avec des organisateurs de salons, des salons sur le bien-être ou des associations de yoga. Et puis, je proposais une animation. Je disais, voilà, tel jour, à telle heure, il y aura un astrologue qui viendra et puis qui fera une découverte de votre thème. Voilà. Et donc, j'avais une petite table avec un tréteau. Je m'asseyais avec mon ordinateur. Et puis, voilà, les personnes, bonjour madame, asseyez-vous. Alors, vous êtes né à quelle heure, quand? Et voilà. Et je faisais son thème. Voilà, je traçais et je lui expliquais son thème. Vous voyez, en direct. Là, vous êtes directement dans la pratique. Alors, c'est pas vraiment une consultation. Hein, c'est juste une découverte. C'est différent. Mais ça, c'est extrêmement enrichissant. Ça vous forge, ça vous forme un astrologue. Hein, parce que vous allez voir comment les personnes réagissent, vous allez être obligé d'aller à l'essentiel, vous allez voir le peu que vous avez à dire sur certaines choses, qu'il faut combler, les lacunes, etc. Donc vous voyez, là vous êtes directement dans la pratique et donc dans l'apprentissage. Donc voilà des moyens pour remettre la pratique au centre de votre astrologie. Alors ça c'est la première chose, et puis nous allons voir d'autres choses maintenant. La suite. Première chose que nous avons vue, c'est remettre la pratique au centre de votre astrologie. Deuxième chose, c'est se réapproprier l'astrologie. J'ai envie de dire, se réapproprier son astrologie. Parce qu'en fait, comme je vous disais, je me racontais des histoires depuis longtemps. Je me disais que je réfléchissais sur un thème astral, alors qu'en fait, non. Je faisais appel à ma mémoire pour ressortir des souvenirs. Et ça peut pas fonctionner. En interprétation, vous ne pouvez pas faire une bonne interprétation si vous êtes toujours dans le
la recherche dans la mémoire. C'est un peu comme si, comment dire? Vous aviez emmagasiné des citations, que ces citations sont comme des vêtements dans des coffres, vous voyez? Vous avez des coffres derrière vous, vous allez ouvrir ces coffres pour aller rechercher ces vêtements, essayer de les faire coller à la personne en face de vous. Mais ça marche pas. Ce sont des vêtements standards. Ils collent pas à la personne en face de vous. Oh, vous regardez pas la personne en face de vous, puisque vous êtes dans cet aller-retour dans votre entrepôt de mémorisation. Donc, si votre esprit est occupé à faire des allers-retours dans votre mémoire, dans cet entrepôt, il n'est plus disponible pour la personne qui est en face de vous. Que ce soit juste un thème astral ou que ce soit la personne physique, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Vous voyez? Donc, vous êtes occupé à faire des allers-retours, vous pouvez plus être en face de la personne. Si vous êtes plus en face de la personne, vous pouvez pas être créatif. D'autre part, les vêtements que vous allez rechercher dans cet entrepôt sont des vêtements qui sont taillés pas sur mesure, ils sont standards, donc ils collent pas forcément à la spécificité du thème astral qui est en face de vous. Pour coller à la spécificité, il faut faire comme un tailleur, il faut être créatif, il faut adapter les vêtements, les retailler, sortir et les fixer. Et pour ça, il faut être disponible intellectuellement. Or, si vous êtes dans la mémorisation, vous n'êtes pas disponible intellectuellement. Et donc, vous n'êtes pas créatif. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai compris et qui a complètement transformé ma manière d'aborder l'astrologie. Je vais prendre un exemple, c'est l'exemple du mur. Voilà, vous avez un mur à construire. Alors, ça fait 5 ans que vous apprenez l'astrologie, donc vous avez au fond de votre jardin, là-bas, vous avez des briques. Vous avez des briques ou des pierres bien rectangulaires, standards, que vous avez accumulées au travers de toutes vos lectures. Et donc, c'est avec ces pierres-là que vous voulez construire ce mur. Mais si vous construisez un mur avec des pierres standards, vous allez construire un mur, voilà, standard. Vous avez compris. Or, est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que vous voulez faire de vos interprétations un empilement de citations mémorisées? Parce que si vous aviez une mémoire plus vaste, en fait, les personnes qui disent, voilà, je suis en train d'apprendre l'astrologie, mais j'ai encore du mal. Enfin, je progresse. Qu'est-ce qui progresse? Votre mémoire. Voilà. Mais pas votre interprétation. En fait, si vous aviez une mémoire absolue, vous pourriez avoir des archives absolues de toutes les citations dans tous les cas de figure. Et vous feriez, une interprétation, c'est-à-dire un mur standard, à partir de briques qui auront été écrites par d'autres. Des briques qui d'ailleurs sont partagées par d'autres, puisque nous avons tous lu les mêmes livres, donc nous avons quelque part les mêmes briques. Donc avec des briques standards, on fait un mur standard. Est-ce que vous voulez faire un mur standard? Non. Vous voulez faire un mur spécifique, un mur atypique, un mur unique, comme la personne qui est en face de vous, qui est unique. Et donc pour cela, vous ne pouvez pas utiliser des briques standards. Pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher au fond du jardin ces briques. C'est bien que vous les ayez. Il faut les avoir. Mais il faut les retravailler. Il faut faire de ces briques standards des pierres uniques. Et là, vous allez avoir un beau mur de pierres absolument unique. Et donc, pour les retravailler, il n'y a pas d'autre solution que de méditer. C'est ce que j'appelle la méditation symbolique. Il faut aller méditer vous-même sur les différentes positions planétaires. Donc vous partez le matin avec Saturne en Poisson, voilà. Et puis vous allez méditer sur Saturne en Poisson en marchant ou en faisant votre méditation chez vous, peu importe. Alors vous allez réunir la symbolique de Saturne, la symbolique des Poissons, vous allez la mélanger, vous allez parler à haute voix, vous allez écrire des choses. Et en fait, en faisant tout ça, vous allez créer, choisir, délimiter votre propre vocabulaire. Vous allez créer vos propres mots et donc créer vos propres outils. Car les outils, ce sont les mots pour l'astrologue. Les mots, ce sont les outils pour l'astrologue, plutôt dans ce sens-là. Donc, il vous faut des mots spécifiques à vous. Pourquoi c'est important? C'est pas juste pour faire beau, c'est pas juste pour avoir un beau mur. C'est parce que si vous développez votre propre vocabulaire, vous allez pouvoir développer une force dans ce que vous allez dire. Une force qui va venir de la confiance que vous avez
parce que c'est vous-même qui avez créé ces pierres. Vous voyez la différence? Et ça, c'est une énorme différence ensuite en consultation. Si c'est vos propres pierres, si c'est vous qui les avez faites, alors vous avez confiance en elles. Et parce que vous avez confiance en elles, vous allez pouvoir faire passer au travers d'elles, de ces pierres, une force qui va toucher le consultant. Si c'est des pierres standards, n'espérez pas avoir une force, vous ne toucherez pas le consultant. Hein, vous ferez une palissade, vous ne ferez pas un beau mur en pierre. Vous voyez la différence? Donc il faut travailler, modeler ces pierres et vous les approprier. C'est pour ça que c'est la deuxième partie de ce chapitre, c'est vous approprier votre propre astrologie et donc créer vos propres outils. Voilà. Et il y a encore une troisième étape à suivre. À suivre, et donc nous sommes toujours dans cette voie qui doit nous mener de la théorie à la consultation, et dans la première étape, de la théorie à l'interprétation. Donc de la théorie à l'interprétation, nous avons vu qu'il y avait déjà 2 étapes, nous avons vu donc remettre la pratique au centre, se réapproprier son astrologie, c'est-à-dire retailler ses pierres. Bon. Et maintenant, vous avez retaillé vos pierres, vous êtes face à l'ouvrage, vous devez construire ce mur. Mais par où on commence ? Par où commencer? Je me suis posé la même question des centaines de fois, des milliers de fois peut-être. Par où je commence? Et c'est ce que beaucoup d'étudiants ne savent pas, c'est par où est-ce qu'on doit commencer? Comment est-ce que je dois commencer ma construction du mur? Alors il y a 1001 possibilités. Et c'est ça le problème. C'est qu'il y a autant de livres, autant de méthodologies, de choses possibles. Et plus c'est compliqué, plus on aime. Hein, voilà. Enfin, on a un système qui s'appelle le zodiaque, hein, qui est là, voilà, qui est un système absolument parfait pour représenter, enfin parfait, qui s'approche de la perfection pour représenter une âme, l'âme humaine, dans toute sa complexité, dans toute sa subtilité. Et qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui, au XXIe siècle, et au XXe siècle déjà, qu'est-ce que l'on fait? On se dit, oh là là, c'est trop compliqué et c'est pour ça que je n'y arrive pas, je vais faire un système plus simple. Je vais faire un tableau. Vous voyez, on passe d'un rond qui est parfait à un système carré qui n'est pas parfait, qui est un système de mise en boîte rationnelle. Et à l'intérieur, on va remplir des cases. Alors, il y a plein de systèmes. Alors, on peut passer son temps à chercher la dominante. On peut faire des pondérations. On peut rechercher la figure géométrique du thème et chercher à interpréter cela. On peut s'occuper des chaînes de maîtrise. Enfin, il y a 1001 façons de faire. Bon. Et au final, on a passé 30 minutes à faire des calculs, à remplir des cases, et on n'est toujours pas rentré dans le thème astral. Alors, moi, avec le temps, je me méfie de plus en plus de ces systèmes qui cherchent à retranscrire un système quasiment parfait, interprété au fil des siècles, des millénaires par des centaines de milliers d'astrologues qui ont travaillé là-dessus pour arriver à ce système quasiment parfait. Ben non. Parce qu'on n'y arrive pas, on va essayer de faire un système plus simple. Un quadrillage. Et on écrit des choses, et voilà. Et on met des chiffres. Et pour moi, c'est comme si on passait le thème astral au courbouillon, vous voyez? Quand on fait un courbouillon, bah, on enlève toutes les vitamines, on enlève toute la saveur, on enlève tous les goûts. Alors oui, on obtient des chiffres, mais en fait, ça veut plus rien dire et on n'interprète plus le thème astral, vous voyez? Mais on aime bien les techniques, les systèmes. Et plus ils sont compliqués, et je sais de quoi je parle, je suis ascendant vierge, hein. Donc, et plus c'est compliqué, plus on se dit que ça doit forcément être le bon, puisqu'il est compliqué, c'est forcément le bon système. Vous voyez? Ah, j'ai passé 30 minutes à faire des calculs dans tous les sens. Ah, je dois m'approcher de la vérité. En fait, quand on y réfléchit, c'est complètement aberrant. Parce que ce temps que l'on passe à faire des calculs, au lieu de le perdre, on ferait mieux de le consacrer à apprendre ce système quasiment parfait du zodiaque. Vous voyez? Mais non, on aime bien s'attacher à un système complexe. Alors, pourquoi aussi? Eh bien, parce qu'on n'est pas sûr de soi. Et donc, on a besoin d'être rassuré. Et donc, un système chiffré, des tableaux, la recherche d'une dominante, avec des chiffres, tout ça, eh bien ça nous rassure.
Vous voyez? Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être rassuré? Bah, parce qu'on pratique pas et tant qu'on pratique pas, tant qu'on pratiquera pas, on sera jamais rassuré, on n'aura jamais confiance dans ce qu'on dit. Mmh. Parce que donc on n'a pas mis la pratique au centre. Pourquoi aussi? Bah, parce qu'on n'a pas, construit, on n'a pas retaillé nos propres pierres. Nous n'avons pas développé nos propres outils. Donc comment voulez-vous avoir confiance puisque vous utilisez des briques standards, des briques qui viennent d'autres? Puisque vous faites de la mémorisation, comment est-ce que vous pouvez avoir confiance dans ce que vous dites? C'est pas possible. Mmh. Et je m'inclus là-dedans. Comment peut-on avoir confiance? Donc non, il faut retravailler nos pierres et c'est à ce moment-là qu'on a confiance. Et quand on a confiance, on n'a plus besoin d'un système de pondération, de chiffres ou de tableaux avant de rentrer dans l'interprétation du thème. En fait, ce qu'il nous faut, c'est pas un système, ce qu'il nous faut, c'est du bon sens. Du bon sens. Moi, j'ai assisté à beaucoup d'interprétations de thèmes en aveugle. Donc, on a un thème, mais on ne sait pas qui c'est, hein, la personne. Bon. Et on est à plusieurs. Alors, on est une quinzaine, une vingtaine de personnes, et bon. C'est, comment dire, c'est très intéressant, c'est très vif, il y a plein d'échanges, mais ça ressemble à un peu à aller au supermarché, si vous voulez. Hein. Chacun apporte ce qu'il voit dans le thème. Hein. Alors, il y en a un, il va apporter Uranus carré Mercure, l'autre Saturne conjoint Lune, l'autre Pluton opposé Vénus, vous voyez, bon. Et ça part dans tous les sens, et au final, on a parlé 40 minutes sur ce thème, et on ne sait pas, et on sait encore moins au bout de 40 minutes, où est la colonne vertébrale, quels sont les grands axes de cette personne. C'est flagrant, ça. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que nous n'avons pas forcément besoin d'un système, mais nous avons davantage besoin de bon sens. Quand je parle de ce collectif qui interprète un thème astral, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à ces touristes. Je vais les prendre américains, j'ai rien contre les Américains, mais c'est parce que ça me donne cet archétype. Vous savez, chemise à fleurs, appareil de photo, et c'est un groupe de touristes qui part comment dire, étudier, enfin visiter plutôt un village au fin fond de l'Afrique. Hein. C'est exotique. Et du coup, ils prennent beaucoup de photos. Donc, ils arrivent avec leur 4x4 hein, dans le village. Donc, ça fait beaucoup de fumée, beaucoup de bruit. Ils sortent, on claque les portières, tout le monde parle, blablabla. Bla, 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 bla. Et puis, on prend des photos. Ah ouais, super. Ah, toi avec la personne. Oh, comme c'est beau. Oh, je vais prendre les huttes, clac. Et on prend des photos. Ça dure 10 minutes, ça part dans tous les sens. Et hop, on remonte dans les 4x4 parce que c'est un voyage organisé. Et hop, on repart. Qu'est-ce qu'ils ont vu, ces touristes américains? Qu'est-ce qu'ils ont compris du petit village au fin fond de l'Afrique? Ils ont pris des photos, ils ont des souvenirs, mais est-ce qu'ils ont véritablement compris qui étaient ces personnes? Est-ce qu'ils les ont vues, ces personnes? Vous voyez? Et donc, moi, je pense que la solution ici, c'est la solution de l'ethnologue. L'ethnologue, c'est complètement différent. Il va dans ce village, non pas pour prendre une photo, prendre un cliché, mais il va pour comprendre. Comprendre, vous savez, comprendre, c'est co-prendre, c'est prendre avec les personnes de ce village. Et donc, ça commence par quoi? Quand on veut comprendre un village, on va voir le chef du village. Et le chef du village, c'est le soleil. Hein, dans le thème astral, le chef du thème, c'est le soleil. C'est lui le chef du village. Donc on va voir le chef du village et on va se mettre à son écoute. On va pas le prendre en photo, on va se mettre à son écoute. Et puis, on va regarder aussi l'ascendant et puis le maître d'ascendant. C'est quoi ça? C'est la façon dont le chef du village gouverne, comment dirige son village, hein, comment il le fait. Puis, on va voir que en fait, c'est pas vraiment le chef du village qui dirige tout. En fait, c'est la femme du chef du village. Hein, c'est toujours comme ça. C'est toujours la femme du chef qui commande. Hein. Dans la famille, c'est toujours la femme qui commande, en fait. Et alors, c'est la lune. C'est elle, le subconscient, la complémentarité, mais en fait qui dirige beaucoup de choses. Donc on va s'intéresser à la Lune.
Et puis, si vous voulez vraiment comprendre le fonctionnement d'un village, il faut s'intéresser aux chroniques du village. Vous savez que, eh ben, ils ont une histoire. Alors, c'est soit des traditions orales qui se transmettent de génération en génération, soit c'est de l'écriture, un livre d'histoire du village. Ce sont les chroniques du village. Et ça, ce sont les nœuds lunaires. D'où vient ce village? Où est-ce qu'il souhaite aller? Vous voyez, c'est beaucoup de bon sens. Si vous faites ça, vous allez vous concentrer en fait sur les fondamentaux du thème astral. Parce que le risque pour tous les étudiants d'astrologie, c'est de se disperser, de se perdre complètement dans une multitude, dans un ensemble de confettis, et au final de ne rien avoir compris, de ne rien avoir appris réellement. Donc il faut absolument se concentrer sur les piliers du thème astral que sont le soleil, l'ascendant, le maître d'ascendant, la lune, les nœuds lunaires. Vous voyez, c'est grâce à cela que vous allez vraiment approfondir et donc comprendre en profondeur ce thème astral. Et la profondeur, justement, eh bien, c'est quand on fait l'effort de ne pas partir sur autre chose. Vous savez, nous sommes dans une génération de zappeurs. C'est tellement facile de zapper, de changer. Ah, j'ai parlé du soleil, 30 secondes, c'est bon, je zappe, je pars sur autre chose parce que je sais que l'autre, là, je l'ai mémorisé, là, le Uranus carré Mercure. Donc, voilà, eh ben, je zappe. Non, il faut pas zapper, il faut rester sur le soleil. Le soleil, c'est 30 minutes, quasiment. Vous pouvez dire énormément de choses sur le soleil. Et donc, dans cette profondeur, eh ben, un peu comme dans ce village, c'est comme si sous ce village, sous le sol de ce village, il y avait des diamants. Comme si ce village s'était installé sur une mine de diamants. Mais vous ne pouvez accéder à ces diamants que si vous restez sur les fondamentaux. Dès que vous zappez, que vous partez sur autre chose, que vous changez de direction, c'est fini. Vous ne pouvez plus accéder à ces diamants souterrains. Vous voyez ? Voilà, donc ça c'est la première partie. Maintenant, nous allons voir une deuxième partie qui va nous permettre d'aller, eh bien maintenant, de l'interprétation vers la consultation. À tout de suite. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie de cette vidéo. Nous avons vu dans une première partie comment passer de la théorie à l'interprétation. Nous avons vu qu'il y avait 3 points pour passer de la théorie à l'interprétation. C'était cela que je voulais mettre en avant, en tout cas. Donc, mettre la pratique au centre, se réapproprier son astrologie, tailler les pierres du mur, et puis 3, se concentrer sur les fondamentaux pour comprendre, vous vous souvenez, l'image du village. Maintenant, nous sommes dans la deuxième partie, donc passé maintenant que nous avons acquis ce stade de l'interprétation, maintenant il faut cheminer vers le stade suivant, le 3e niveau, qui est le niveau de la consultation. Alors là aussi, nous allons voir qu'il y a 3 points. En tout cas, c'est 3 points que je veux mettre en avant dans cette vidéo. Je ne dis pas qu'ils sont les seuls, il y en a certainement d'autres, mais c'est de cela dont je souhaite parler avec vous aujourd'hui. Alors, pour ce faire, nous allons commencer par le premier point, et pour ce faire, je vais revenir à l'image du mur. Premièrement, nous sommes allés chercher les briques. Deuxièmement, nous les avons taillées, retaillées. Troisièmement, nous nous sommes confrontés à par où je commence. Nous avons vu qu'il fallait se concentrer sur les piliers. Et donc, nous avons commencé à empiler 1, 2 ou 3 briques, 3 pierres l'une sur l'autre. Et comment est-ce que tout ça va tenir, en fait? Eh bien, cela tient grâce à du ciment. Et ce premier point, dont je veux parler avec vous de l'interprétation à la consultation, c'est le ciment, ce que j'appelle le ciment du thème astral. En fait, à chaque fois que vous allez aborder un nouveau point de votre interprétation, vous allez devoir vous demander comment est-ce que cette nouvelle brique, par exemple une position planétaire, va pouvoir s'intégrer dans l'ensemble que je suis en train de construire. Donc, par exemple, j'ai déjà abordé le soleil, l'ascendant, donc j'ai déjà construit un édifice. Maintenant, j'aborde la Lune dans le signe des Poissons. Comment est-ce que cette Lune va s'intégrer ou pas, ou s'intègre forcément, mais plus ou moins facilement, à l'édifice que je suis en train de construire. Et donc, pour l'intégrer, vous voyez bien que
vous devez mettre un peu de ciment et ensuite coller les choses. Eh bien, ce ciment-là, cette couche de ciment entre les différentes briques, entre les différentes pierres, c'est cela c'est ce qui fait la richesse, c'est cela qui fait la richesse de la consultation. Si vous n'avez pas de ciment entre les pierres, eh bien, votre consultation sera plate et elle ne tiendra pas. Elle ne tiendra pas. Même si vos pierres sont bien taillées, etc., d'accord, ça s'imbrique, mais il manque quelque chose. Il manque ce ciment, ce liant. Ce liant, c'est comment est-ce que ce nouvel élément s'intègre à ce que j'ai dit précédemment dans mon interprétation. Parfois, c'est simple, c'est facile. Et vous avez des choses qui, en fait, des éléments qui, mis les uns après les autres, eh bien, s'imbriquent très bien. On a besoin de très peu de ciment. Vous avez, par exemple, vous ouvrez un thème et vous trouvez un soleil en première maison dans le signe du lion. Bon, déjà, ça parle bien. Conjoint Jupiter, bon, ça va, c'est confiance, expansion de la personnalité, mise en avant de la personnalité, charisme, besoin de reconnaissance, recherche d'admiration, capacité de guider. Bon. Et puis, vous avez cette conjonction Soleil-Jupiter qui est en trigone avec Mars dans la maison 5, maison du Lion. Bon, bah, c'est pareil, ça s'imbrique bien, ça va dans le même sens, vous voyez que c'est facile. Donc là, votre interprétation, elle est facile, elle est aisée. Hein, ce que vous pouvez faire, c'est aller plus loin à ce moment-là, c'est dire, bon, ok, mais il y a peut-être des excès, justement. Si c'est trop facile, il faut penser qu'il y a des excès. Mars maison 5, toujours, ça montre l'action, la décision, la capacité de diriger, de commander, le leadership, tout ça. Vous voyez, ça se complète très bien avec Jupiter, Soleil. Mais est-ce que ça se complète pas trop? Et du coup, est-ce que ça déséquilibre pas un peu la balance? Bah si. Donc là, vous pouvez dire ça. Vous voyez, là, vous êtes dans le liant. Et donc, il peut y avoir une recherche de reconnaissance ou d'admiration un peu excessive. Peut-être que la personne peut en faire trop, avoir tendance à en rajouter, à se mettre trop en avant, voire à broder certaines choses pour les enjoliver. Vous voyez? Bon. Et puis, forcément, dans l'interprétation du thème, vous arrivez, à un moment donné, à des choses qui sont forcément plus complexes. Par exemple, si je prolonge dans cet exemple, vous allez pouvoir voir, par exemple, un Saturne opposé Soleil. Et puis, un peu plus loin, un Uranus carré Soleil. Tiens, ping, mauvaise note, fausse note. Ça va pas dans le même sens de ce que j'ai dit précédemment. Donc là, c'est plus compliqué. Vous voyez? Ah, j'ai pas trop envie de voir ça, c'est compliqué, je sais pas, non, faut pas dire ça. Au contraire, c'est une chance. Parce que dans ce qui s'imbrique mal, eh bien, il y a une richesse à découvrir, à faire émerger, à comprendre. Et donc ça, c'est une chance, c'est du pain béni pour votre consultation. Au contraire, c'est compliqué, ça s'intègre pas tout à fait dans ce que j'ai dit et pourquoi je cherche à comprendre comment est-ce que le thème va pouvoir absorber, va pouvoir intégrer ces nouveaux éléments qui semblent très différents de ce qui a été construit précédemment. C'est là où est la richesse, c'est là où le ciment est important, c'est là où la réflexion, où vous ne pouvez plus faire appel à votre mémoire, c'est là où la réflexion et donc la créativité deviennent primordiales. Et en cherchant à répondre à ça, vous voyez, par exemple, si je prends cet exemple, Saturne opposé Soleil, eh bien, ça peut montrer une problématique avec le père, avec l'autorité, avec l'image du père. Bon. Et du coup, on comprend mieux maintenant pourquoi, et ça c'est le mot-clé, pourquoi est-ce que j'avais soulevé tout à l'heure cette possibilité d'avoir un excès, une recherche excessive de reconnaissance. Hein, cette personne a intensément besoin d'être reconnue. Et pourquoi? Parce que certainement, il y avait une problématique avec le père. Peut-être que le père n'a pas suffisamment reconnu, peut-être qu'il a été dur au départ, ou peut-être qu'il a rabaissé l'enfant lion au départ de sa vie. Et du coup, ce lion a cherché à surcompenser cela dans sa vie après, dans cette recherche de reconnaissance. Uranus carré Soleil, peut-être une rébellion, à un moment qui a été une période initiatique, où il s'est rebellé contre l'autorité du père, où il a pris sa liberté, etc., etc. Vous voyez, enfin, peu importe. Bref, donc, en cherchant,
en cherchant à comprendre, en créant cette couche de ciment, de liant, eh bien, vous allez répondre à une question fondamentale, pas pour l'interprétation. Vous voyez que dans l'interprétation, vous pouvez encore vous passer de cette notion, mais pas dans la consultation. Dans la consultation, vous devez être capable de répondre à la question « Pourquoi ?» Alors, de répondre pas forcément à tous les coups, mais au moins de donner des pistes. Pourquoi ? Vous voyez ? L'interprétation, elle permet de répondre à comment. La consultation, elle permet de répondre à pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a cette mise en avant de la personnalité? Pourquoi est-ce qu'il y a cette recherche de reconnaissance, ce besoin de reconnaissance? D'où il vient? Comment il s'explique? Et du coup, on le comprend mieux puisqu'on connaît son origine. Et donc, ça, c'est vraiment très important. Alors, le but de la consultation, c'est justement de permettre au consultant de comprendre les mécanismes souterrains qui agissent chez lui, dans sa psychologie profonde. Et prendre conscience de cela, ça, c'est l'occasion, l'opportunité pour lui, et c'est le but de la consultation, c'est de se libérer de ces mécanismes. C'est-à-dire, en les voyant fonctionner, en prenant conscience, en les éclairant, simplement cela, ça la permet de s'en dégager. Que ces mécanismes n'agissent plus, comme l'on dit, à l'insu de notre plein gré, hein, puisqu'ils sont vus maintenant, ils sont visibles. Donc on peut s'en libérer. C'est ça le but. Et donc cela me fait penser aussi à, pour prendre une autre image, à de la couture. Vous voyez, le thème c'est de la couture, de la haute couture. Alors, vous piquez dans le thème, vous allez chercher des indices astrologiques. Hein, vous allez voir Saturne opposé Soleil, mais Jupiter conjoint Soleil, maison 1 en Lion. Là, vous piquez. Et puis, vous ressortez du thème. Voilà. Vous voyez, ce mouvement avec l'aiguille, je ressors du thème. Voilà. Et je prends de la hauteur. Et là, je me dis, pourquoi Saturne opposé Soleil, Uranus opposé Soleil? Et cela explique beaucoup de choses, etc. Et j'ai pris de la hauteur. Et là, je replonge. Et je repique dans quelque chose. Trigone Mars, maison 5. Ah, Trigone Mars, maison 5, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et je reprends de la hauteur. D'où une suractivité, une tendance à la suractivité, à vouloir en faire trop avec Mars maison 5, à être peut-être trop directif parfois, parce qu'il a peur, en fait, d'être dévalorisé. Et je repique dans le thème astral. Vous voyez ? C'est de la haute couture. Bon, j'espère que cet exemple vous aura parlé, vous aura plu. Nous avons vu qu'un point, il en reste 2. À tout de suite. Alors, deuxième point, en fait, pour cheminer de l'interprétation vers la consultation, je reviens un petit peu en arrière. Nous avons vu le premier point, c'est le travail sur le ciment. Le ciment qui est le liant entre les différentes pierres. Deuxième point, c'est ce que j'appelle, donc pour passer de l'interprétation à la consultation, c'est l'utilisation indispensable de ce que j'appelle le langage métaphorique. Alors qu'est-ce que c'est ? Lorsque l'on travaille sur un thème astral, c'est variable en fonction des astrologues, bien sûr, mais disons que c'est principalement Mercure qui travaille. Hein. Mercure, vous savez, c'est quand je pique dans le thème. J'enquête, je regarde, je fais des recoupements. Alors, j'étudie un thème, c'est un mot mercurien. Interpréter les langues, c'est Mercure, c'est la communication. J'apprends, j'interprète, tout ça, je fais des liens. Hein. Faire des liens, c'est mercurien, relier des choses. Donc, principalement, lorsque j'étudie un thème astral, c'est Mercure qui travaille. On peut dire que Mercure, alors, vous allez me dire, mais pas complètement. Il y a aussi la part intuitive, il n'y a pas que la part logique, rationnelle, il y a aussi une part intuitive. Et c'est vrai, je dirais que Mercure représente à peu près 80% du travail astrologique, alors peut-être dans mon cas, je ne sais pas, et puis la partie intuitive, je dirais, oui, symbolique, représente 20% à peu près. Hein. Bon, mais c'est variable, voilà. Donc, la partie intuitive est représentée plutôt par la Lune, voyez, et par Neptune, les deux planètes du subconscient. Donc en fait, c'est un travail d'équipe avec Mercure qui lead, et puis la Lune, Neptune, qui oriente,
qui ressent et qui modifie l'interprétation de Mercure. Alors ça fonctionne comme ça. Maintenant, en consultation, vous ne pouvez pas utiliser que Mercure. Voilà. Pour une interprétation, ça suffit Mercure. Pour une consultation, vous ne pouvez pas utiliser que Mercure. Il faut utiliser Neptune, il faut utiliser la Lune, et il faut aussi être capable, et c'est ça qui est le plus important, c'est de toucher le subconscient de la personne. Parce que si vous ne touchez que le conscient de la personne, à la fin de votre consultation, la consultante va se dire « Ah oui, ben, j'ai bien compris. Mais est-ce que je vais changer? Non. Est-ce que j'ai pris conscience vraiment? Non plus. J'ai mieux compris, mais j'ai pas forcément pris conscience, et donc le changement ne sera pas à l'œuvre. Donc le seul moyen de provoquer, de susciter, parce qu'on peut pas forcer le changement, hein. Bon, avec de l'hypnose, par exemple, on peut certainement un peu forcer le changement au niveau du subconscient, mais pas avec l'astrologie. L'astrologie, elle ne peut que proposer. Elle ne peut que susciter. C'est comme si vous voulez laisser rentrer un oiseau chez vous, vous pouvez pas le forcer à rentrer, vous pouvez juste laisser votre fenêtre ouverte. Bah, l'astrologie, elle ouvre la fenêtre. Donc, il faut être capable de toucher le subconscient, parler directement au subconscient pour pouvoir provoquer une transformation profonde chez le consultant. Et donc, pour cela, il faut utiliser un langage métaphorique. Vous ne pouvez pas faire l'économie de cela si vous voulez faire une consultation complète. Alors, je ne dis pas que Mercure n'est pas important. La compréhension logique, je dirais même aussi la compréhension visuelle du thème, est très importante. Par exemple, lorsque je vous disais que je faisais des rencontres en direct, les rencontres astrologiques, vous savez, avec les personnes dans les magasins bio, etc. Bon, eh bien, là, c'était très important de pouvoir leur dire, voilà, ça, c'est votre thème astral. Vous voyez ce trait-là, c'est votre ascendant. Et puis, ça, c'est la couronne, c'est le ciel qui était au-dessus de votre tête au moment de votre naissance. Alors ça aide énormément la personne à bien comprendre les choses, mais au niveau logique, rationnel. Maintenant, pour s'adresser au subconscient, qui est une part très importante, peut-être sans doute la plus importante, il faut utiliser un autre type de langage, un langage qui n'utilise plus des mots, mais qui utilise des images. Et les images, elles vont s'adresser directement au subconscient. Par exemple, si vous décrivez le signe du Scorpion, alors vous pouvez le décrire version mercurienne, donc Mercure, le Scorpion, c'est le 8e signe du zodiaque, c'est un signe d'eau, c'est un signe fixe, c'est un signe très secret qui représente aussi les transformations et les mutations dans la vie. Voilà. Ça, c'est une interprétation mercurienne. Maintenant, le signe du Scorpion, version langage métaphorique. Le Scorpion, c'est un signe d'eau. Et l'eau du Scorpion, c'est l'eau des mares, c'est l'eau des marécages, l'eau des marais sous la nuit étoilée. Et dans ces marais, il se passe beaucoup de choses. Il y a des sons, des bruits mystérieux, des animaux, des insectes qui se transforment, qui se métamorphosent, qui passent dans des états de chrysalide et qui, à l'arrivée du jour suivant, vont se transformer, vont changer d'état. Il y a donc beaucoup de la reproduction qui se fait dans ces mares. Il y a également les notions de vie et de mort, puisque des animaux meurent et leur corps va se décomposer au fond de ces mares, qui va donner à son tour la remontée de bulles à la surface de cette eau Scorpion mystérieuse, insondable, noire. Et ces bulles à la surface sont comme des instincts qui viennent éclater à la surface et qui viennent de très loin, de très profond. Voilà. Alors là, j'ai exprimé le signe du Scorpion au travers d'un langage symbolique, d'un langage métaphorique. Et vous voyez que ces deux langages s'adressent à des parties différentes de nous. Et en consultation, vous devez utiliser ces deux langages pour toucher l'ensemble de la personne et ainsi pouvoir provoquer une véritable transformation. Et puis, il y a un autre avantage à utiliser le langage métaphorique. C'est, je dirais, en poussant un peu le curseur, c'est qu'avec lui, vous ne pouvez pas vous tromper. Prenons un exemple. Prenons la Lune en conjonction de Saturne. Bon, Mercure. Lune conjonction de Saturne, que dit Mercure? Alors, besoin de solitude, épreuve durant l'enfance,
Épreuve durant l'enfance, Mercure, ça peut être une mère exigeante, sévère, une enfance difficile, une épreuve au foyer, bon d'accord, tout ça, mais quoi? Lequel je choisis parmi tout ça? J'en ai 5. Ah, vous allez me dire: «Oui, mais ça dépend du reste du thème». Oui, mais comme le reste du thème dépend aussi de ce que vous allez choisir, bah, à chaque fois, vous êtes confronté à vous savez pas, à une infinité de possibilités sans savoir laquelle vraiment, vous allez choisir. Vous voyez? Maintenant, si je représente Saturne et que je présente Saturne conjoint Lune en langage métaphorique au consultant, qu'est-ce que cela peut donner? Bien, voilà, vous avez la conjonction, c'est-à-dire la réunion de 2 planètes qui sont très différentes. La Lune, elle est toute en rondeur, hein, vous voyez? La Lune représente notre mère, c'est l'image de l'astre qui veille sur nous la nuit, qui prend soin de nous, qui veille sur notre sommeil. Hem, alors que Saturne représente, quelque chose de froid, de dur. Vous voyez, Saturne, c'est une pierre. C'est une pierre un peu solitaire, verticale, comme un menhir, par exemple, un peu gris et dur. Vous voyez? Et donc, cette lune tout en rondeur, qui est en conjonction, qui se trouve au-dessus de ce menhir, vous voyez, ça donne une impression de froid, hein. Et donc, c'est comme si il y avait une enfant qui s'était assis devant ce menhir et qui serrait son doudou contre elle parce que dehors il faisait noir et puis il faisait nuit et il faisait froid. Vous voyez? Voilà. Alors là, j'ai utilisé le langage métaphorique. J'ai pas dit vous avez une mère exigeante. J'ai pas dit vous avez vécu une épreuve dans l'enfance. J'ai dit complètement autre chose. Mais la personne, elle a compris. Et c'est elle qui va faire ses propres rapprochements, ses propres recoupements. C'est elle qui va choisir à votre place ce qu'elle va retenir de ce que vous lui présentez. Donc là, vous vous adressez à son subconscient. Vous voyez comme c'est efficace. Donc vous ne pouvez pas vous tromper avec le langage métaphorique. Bien, à tout de suite pour le 3e point. Dans la 2e partie de cette vidéo, nous approchons de la fin de cette vidéo, mais je voudrais terminer sur un point qui me paraît essentiel, très très important. Nous avons déjà vu donc que pour passer de l'interprétation vers la consultation, il fallait utiliser donc faire un travail sur le ciment, la façon de lier les blocs, les pierres entre elles, un travail également sur le langage métaphorique, très important pour pouvoir toucher le subconscient du consultant. Et il y a un 3e point qui est ce que j'appellerais la déformation. Alors la déformation, ça paraît surprenant de dire ça, mais vous allez comprendre. En fait, nos démarches astrologiques sont centrées et souvent excessivement centrées sur les corrélations qui doivent absolument exister, entre ce que nous voyons dans le thème astral et la réalité de ce que vit le consultant. Et c'est d'ailleurs à cela, c'est à cette échelle que nous mesurons nos progrès. Dites-moi que c'est pas vrai, mais c'est bien cela que nous faisons. C'est-à-dire que nous disons: «Ah, ce que j'ai vu dans le thème, ça colle à ce que me dit le consultant, ce qu'il me dit lui-même de sa vie. Et donc, puisque ça colle, je suis content, je suis rassuré. Déjà, je suis rassuré. Puis, je suis satisfait de moi, de ce que j'ai fait. Et puis, 3e point, je me dis que je progresse. Parce que, de plus en plus, je vois des corrélations entre ce que je dis du thème et ce que me dit le consultant de sa vie. Il me dit oui, c'est ça. Ah, c'est bien. Le problème, c'est que ce principe-là, il fonctionne au départ. Au départ, c'est bien, et c'est vrai que c'est satisfaisant, et puis ça permet de mesurer les premiers progrès. Mais il faut arriver à se séparer, à se détacher de ça. Parce que si ça fonctionne au départ entre la théorie et l'interprétation, au début du chemin seulement, entre la théorie et l'interprétation, ça fonctionne plus du tout entre l'interprétation et la consultation. C'est-à-dire que si vous cherchez à trouver des corrélations absolument, à chaque fois, systématiques entre le thème astral et la personne, vous vous préparez à vivre des moments difficiles. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des déformations
de notre propre thème astral. Donc, vous savez, là, je vous renvoie à mes vidéos sur l'astrologie d'évolution, où je décris le thème astral non pas comme quelque chose de figé, mais comme un organisme vivant, avec des planètes, des positions qui bougent. Or ça, c'est complètement anachronique, puisqu'on a pris l'habitude de penser que le thème astral était quelque chose de figé, de déterminé pour toute la vie. Or moi, je dis non. Je dis que ça bouge. Et la façon dont nous les vivons bouge également. C'est un organisme vivant. Et donc, nous sommes tous des déformations de nos thèmes de naissance. Voilà. Donc, chercher que ce que nous voyons dans le thème colle forcément à 100% dans ce que nous voyons du consultant ou dans ce qu'il nous dit de sa vie, bah ça peut pas marcher en consultation. Hein? Et ça peut pas marcher, mais c'est pas souhaitable. Parce que, en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne colle pas, une différence, eh bien, qu'est-ce que ça signifie? Ça ne signifie pas que votre interprétation est fausse. Ah, bien sûr, si vous avez 4 mois d'astrologie, oui, elle peut être fausse. Mais si vous avez 10 ans de pratique de l'astrologie, de pratique efficace de l'astrologie, eh bien, lorsque ça collera pas, vous n'allez pas vous dire « Ah ben, c'est moi qui est faux » ou « C'est le thème qui est faux ». Le thème, il a jamais faux. Vous, parfois. Nous, parfois. Mais c'est le consultant qui s'est détourné, qui s'est éloigné de son thème astral. Vous voyez? Je vais prendre un exemple. Vous ouvrez un thème astral, c'est un monsieur qui vient vous voir, il est Gémeaux, Soleil Gémeaux maison 11. Bon, alors il a plein d'amis, il est bavard, il aime bien parler, il fait partie de plein d'associations, il a une vie très libre, assez originale, tout ça. Alors pas du tout. Le monsieur est comptable, il est célibataire et il est très solitaire. Alors là, vous vous dites, je me suis trompé. Enfin, le thème astral est faux. Son heure de naissance est fausse. Et après, je me suis trompé dans mon analyse. Mince. Alors qu'en fait, non. Non. Si vous avez fait une étude sérieuse, vous n'êtes pas trompé. Hein, la personne, c'est... Vous allez dire, mais alors, je me suis trompé. Alors, vous allez chercher. Ah, mais il y a un peu de Saturne. Mais on a tous un peu de Saturne. Puis il y a un petit peu de maison 12 aussi qui peut expliquer cette solitude. Oui, mais on a tous un peu de maison 12. C'est un Gémeaux, Soleil Gémeaux maison 11. Mais ce monsieur, il s'est détourné de son thème astral. Il s'est éloigné de lui-même. Vous voyez? Et ça va plus dans sa vie. Et pourquoi il vient vous voir si il était bien aligné? Pourquoi il viendrait vous voir? Ça irait bien dans sa vie. Il vient vous voir parce que ça ne va plus dans sa vie. C'est ça à la base. Même s'il ne le dit pas, c'est pour ça qu'il vient vous voir. Et pourquoi ça ne va plus dans sa vie? Parce qu'il s'est éloigné de la colonne vertébrale de son thème astral. Il s'est éloigné de lui-même. Et donc, c'est du pain béni pour votre consultation. Comme tout à l'heure, vous savez, quand un nouvel élément ne s'agrégeait pas bien facilement à l'ensemble que vous étiez en train de construire. C'était du pain béni aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une richesse là-dedans. Il y a une richesse à faire émerger, à pointer du doigt. Monsieur, vous vous êtes éloigné de votre thème astral. C'est pour ça que ça ne va pas aujourd'hui dans votre vie. Parce que voilà comment vous devriez être. Les énergies qui étaient là à votre naissance. Et voilà comment vous êtes aujourd'hui. Et même si vous me dites que la souffrance ne vous fait pas souffrir aujourd'hui, il y a plein de problèmes dans votre vie qui viennent de là. Parce que vous vous êtes éloigné de vous-même. Et donc l'astrologue ici, il va pouvoir redonner la référence, sa référence à ce monsieur. Et donc en lui redonnant sa référence, la petite voix intérieure de ce consultant va lui dire oui, c'est vrai, c'est ça en fait. Et grâce à cela, il va pouvoir de lui-même, peut-être même sans effort de sa part, progressivement se réaligner avec lui-même. Et lorsqu'on est réaligné avec soi, eh bien, on a accès déjà à son plein potentiel et il y a beaucoup moins de problèmes dans la vie, il y a beaucoup moins de frottements, beaucoup moins de ce que j'appelle des frictions. Vous voyez? Donc, nous sommes des déformations de nos thèmes astrales et donc cela suppose pour l'astrologue d'avoir une confiance absolue, non seulement dans le thème astral qui dit toujours la vérité, et une confiance absolue dans sa technique d'interprétation du thème, dans ses mots, dans les mots qu'il va utiliser et dans son vocabulaire. Et donc cela nous ramène à ce que je vous disais précédemment. Pourquoi nous n'osons pas aborder le domaine de la consultation? Pourquoi nous sommes moins performants dans la consultation? Parce que
eh bien, nous n'avons plus assez confiance. Et pourquoi nous n'avons plus confiance en nous et en l'astrologie et en le thème astral? Parce que nous n'avons pas fait ce travail de recherche, de s'approprier notre astrologie, de remettre la pratique au centre également de notre pratique. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, un peu longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire et je voulais pas forcément la morceler. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à cliquer également sur la petite cloche vers le haut pour recevoir donc les notifications sur de nouvelles vidéos. Et bien sûr, tous vos commentaires sont toujours les bienvenus. J'y réponds lorsque je peux, lorsque j'ai le temps de le faire. Je vous remercie beaucoup pour tout cela, pour votre attention, et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos sur Astroscience. Merci.